Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais dire d'abord que je suis très honoré d'être ici. On me pose cette question. La simulation est-elle le seul moyen pour former un chirurgien? Alors, moi je me présente, je fais de la chirurgie digestive, je suis PUPH en anatomie et en chirurgie générale, et j'ai l'honneur d'être doyen de la faculté de médecine de Nice. Et également, j'ai été récemment élu secrétaire général du Collège français des professeurs d'anatomie. Donc, vous comprendrez que je vais orienter cette communication beaucoup sur l'anatomie, mais Fabrice Dupart complétera, puisqu'il est aussi anatomiste. Et on va un peu vous ennuyer avec l'anatomie. Donc, je ne vais pas laisser durer le suspense trop longtemps. La simulation est-elle le seul moyen pour former un chirurgien? La réponse est non. Je commencerai cet exposé de 15 minutes par des souvenirs. C'était le 15 août 1998 et j'ai fait un remplacement, le troisième remplacement de ma carrière à Lourdes. Alors je ne sais pas si vous connaissez Lourdes le 15 août, mais il y a à peu près tous les grands malades de France qui viennent chercher un miracle devant la grotte. C'est très impressionnant. Et moi, j'ai une formation assez limitée en religion catholique, mais j'étais donc près de la grotte. Quand on m'appelle à l'hôpital de Lourdes, où j'étais seul, donc chirurgien, je remplaçais le chirurgien titulaire qui était malade. Un adolescent présentait une douleur testiculaire brutale. Il avait tous les signes de la torsion de testicules. Et j'étais le seul chirurgien. Problème, je n'avais jamais opéré une torsion de testicule de ma vie. Et j'étais très ennuyé, je savais faire le diagnostic, j'avais déjà vu des torsions de testicules opérées pendant mes gardes par des chirurgiens urologues, mais moi-même, je n'avais jamais opéré de torsion de testicules. Pourtant, j'avais fait un internat long, j'avais fait un master 2, j'étais en thèse de sciences, j'avais l'impression d'être bien formé, et donc j'ai fait pour la première fois de ma vie une intervention sur un adolescent de 12 ans. Et j'ai eu très peur, j'ai essayé de le cacher à la famille, l'intervention s'est bien terminée, mais j'ai passé un très mauvais moment. Personne n'avait vérifié mes compétences, personne n'avait vérifié mes compétences avant de m'autoriser à être le chirurgien de Lourdes le 15 août, où il y avait à peu près 40 000 personnes, dont de très nombreux grands malades. C'est peut-être pour ça que je me suis tourné vers une carrière après pédagogique et d'anatomiste, tellement le traumatisme a été intense. L'apprentissage actuel de la chirurgie repose sur le compagnonnage. Malgré tout ce qu'on a pu entendre ce matin et cet après-midi, c'est le compagnonnage à l'hôpital qui forme les chirurgiens. Et surtout, je pense qu'il ne faut pas réduire la chirurgie à l'acte chirurgical. Comme on le voit, la simulation, c'est essentiellement l'acte chirurgical. L'apprentissage n'est pas véritablement structuré depuis des décennies et on délivre le diplôme d'études supérieures paradoxalement par un entretien et l'écriture d'un mémoire. On passe très vite devant un jury et on est diplômé chirurgien après 12 ans d'études, ou 10 à 12 ans d'études. Il n'y a pas d'évaluation du niveau des connaissances fondamentales comme l'anatomie, la physiologie, les recommandations des sociétés savantes. Personne n'évalue si on les a apprises. Il n'y a pas d'épreuve technique chirurgicale particulière demandée, il n'y a pas d'épreuve de dossier, il n'y a pas d'évaluation du savoir-être. Alors qu'on demande ça aux futurs enseignants de chirurgie, vous savez, l'évaluation du savoir-être, ça se passe souvent sous la forme de la visite du CNU. Très souvent, la visite du CNU vient voir opérer le futur candidat et on s'aperçoit donc que en réalité, on n'évalue que les futurs professeurs. Bon, malgré cela, en France, on peut dire qu'on forme quand même de bons chirurgiens par rapport à d'autres pays, mais c'est un apprentissage qui est essentiellement par compagnonnage et non par simulation. Alors je rappelle hier la très belle communication de M. Chamas qui nous a dit que quand les chirurgiens se sont structurés en France, l'examen pour devenir chirurgien durait 3 jours. Il y avait l'examen tentatif. Bon, les semaines passées chez les maîtres, c'est l'équivalent des stages d'internat. L'interrogation par le lieutenant du roi, on l'a pas, nous, les triduanes, l'épreuve de 3 jours. Donc c'était beaucoup plus structuré avant, lorsque la chirurgie était finalement moins structurée que maintenant. Alors, quand vous me posez cette question, est-ce qu'il y a autre chose que la simulation
pour apprendre la chirurgie, la question de fond, c'est qu'est-ce que c'est qu'apprendre la chirurgie? En fait, on l'a déjà dit, mais je le remets, il y a d'une part le savoir-faire, d'autre part le savoir-être, et le faire savoir en dernier, c'est donc les thèses, les mémoires, les articles. En fait, on s'aperçoit que pour qualifier un chirurgien, on ne demande que le faire savoir, mais tout le reste, le savoir-faire, le savoir-être, on ne le demande pas. Dans le savoir-faire, il faut bien distinguer trois choses qui sont complètement différentes. Premièrement, la maîtrise des fondamentaux. C'est-à-dire, je l'ai déjà dit, l'anatomie, la physiologie et toutes les données des sociétés savantes et des fondamentaux. Deuxièmement, les maîtrises des procédures techniques. C'est-à-dire comment on opère, est-ce qu'on tremble ou pas, est-ce qu'on opère bien ou pas, est-ce qu'on sait faire un clampage vasculaire. Et troisièmement, ça n'a rien à voir aussi, la maîtrise de la décision chirurgicale. Ça, c'est un apprentissage qui est complètement différent des deux premiers. Et le savoir-être, bien sûr, il est avec les malades et avec les équipes. C'est tout ça, être chirurgien. C'est beaucoup plus tout ça que le faire savoir, c'est-à-dire ce qu'on demande au moment de la qualification des chirurgiens. Alors, quand c'est un problème difficile, donc, et quand c'est difficile, il faut toujours s'enquérir de ce que disaient les anciens sur le sujet. Je vous ai mis ces phrases qui, à mon avis, doivent guider tout chirurgien. Par de fréquentes anatomies, tu iras à la découverte de cet autre monde qu'est l'homme. Un livre inconnu, le premier traité de neurochirurgie par un chirurgien qui s'appelait Jean-Baptiste Bonhomme, qui dit que la dissection des morts soigne les vivants. Et toute cette phrase de Xavier Bichat, qui est à mon avis toujours d'actualité, faire des expériences en physiologie, suivre les malades et ouvrir les cadavres en médecine, voilà une triple voie hors laquelle il ne peut y avoir ni d'anatomiste, ni de physiologiste, ni de médecin, ni de chirurgien. Alors, concernant la première partie du savoir-faire, la maîtrise des fondamentaux. Comment apprend-on les fondamentaux? Eh bien, dans les livres. Mais pas que dans les livres, en s'impliquant dans l'apprentissage, en dessinant. Si on veut apprendre comment est vascularisé l'estomac, il faut dessiner les artères de l'estomac, sinon on ne le sait pas vraiment. Mais le problème, c'est qu'il y a la vision théorique de la vascularisation de l'estomac, et il y a la réalité anatomique, qui est tout ce gras, avec ce tube qui passe au milieu, où en vrai, on ne voit pas les vaisseaux de l'estomac à cause de la graisse, du petit épiplomb et du grand épiplomb. Et donc, il ne faut pas que apprendre dans les livres, que dessiner, il faut aussi aller voir la réalité anatomique pour connaître les fondamentaux, en particulier l'anatomie, mais il y a aussi la physiologie et tout le reste. Concernant la maîtrise des procédures techniques, qu'on appelait avant la médecine opératoire, il y avait des livres de médecine opératoire qui ont complètement disparu, c'est-à-dire comment on tient des ciseaux, comment on fait un surjet, comment on fait des nœuds. Où est-ce qu'on apprend les procédures techniques? Eh bien, on les apprend soit sur les malades, au bloc, le plus souvent accompagnés pendant son internat, soit sur simulateur, on en a vu de larges extraits, soit aussi au laboratoire d'anatomie en disséquant les cadavres, pour apprendre en essayant de disséquer comme on opère, c'est-à-dire en s'imposant des techniques chirurgicales pour disséquer. Alors je vais faire un tout petit aparté d'anatomie fonctionnelle du système nerveux, et qui me semble important pour bien distinguer ces deux... Alors c'est très prétentieux, s'il y a des neurologues ou des neuroscientifiques, ne m'en voulez pas, c'est une simplification d'anatomie fonctionnelle extrême du cerveau. Et de la mémoire. Il faut distinguer la mémoire déclarative, c'est-à-dire les souvenirs, de la mémoire non déclarative, c'est-à-dire les procédures, les habitudes. Vous savez qu'il n'y a pas de centre de stockage de la mémoire dans le cerveau. La mémoire déclarative, c'est par exemple la couleur de mon premier vélo était rouge. Ça, c'est un souvenir. Mais par contre, faire du vélo, c'est une procédure. Et on apprend à faire du vélo quand on a 5 ou 6 ans, on est poussé par ses parents, on se casse la figure et au bout d'un moment, on sait faire du vélo. Et puis après, quand on fait du vélo, on peut avoir des souvenirs en faisant du vélo. Il faut bien comprendre ça parce que les processus de mémorisation sont complètement différents. Pour les souvenirs, c'est-à-dire pour les fondamentaux, si on prend l'exemple de l'anatomie de la carotide, tout chirurgien doit savoir que la carotide, et c'est derrière le sternocleidomastoïdien, qu'il y a le sinus carotidien, qu'il y a la carotide interne qui va au cerveau, qu'il n'y a pas de branche, et que la carotide externe a des branches. OK. Que cette bifurcation se trouve en regard de l'os hyoïde, c'est-à-dire... Ça, ce sont des données de mémoire déclarative. C'est le lobe limbique, et c'est le circuit de Papez, et c'est un stockage de la mémoire. Mais disséquer la carotide, c'est-à-dire la façon dont on installe les écarteurs de Beckman, la façon dont on récline le muscle, la façon dont on saisit l'artère, dont on la clampe, tout ça, c'est de la procédure.
Et la différence entre l'intégration de la mémoire déclarative et l'intégration des procédures, c'est que très souvent la mémoire déclarative reste fixée dans une atmosphère, on va dire, émotionnelle. Plus on est ému et plus on intègre les souvenirs. Les souvenirs sont serrés par le degré d'émotion que l'on a au moment où on les retient, alors que pour intégrer les mouvements, les procédures, qui sont des boucles cortico, striato, cérébello, striato-corticales, sous-corticales donc, eh bien, pour intégrer les procédures, il faut répéter. Répéter et encore répéter pour que ça devienne automatique. Donc, ce n'est pas du tout le même processus de mémorisation et d'apprentissage. Alors, où on apprend la chirurgie, troisième partie, la décision chirurgicale, la stratégie, eh bien, là, c'est en général aussi à l'hôpital, pendant les staffs. Cette notion de débriefing qui nous a été rappelée est fondamentale pour savoir si on a bien fait ou pas. Et effectivement, on peut apprendre la décision chirurgicale dans les centres d'assimilation, mais en fait, quand on est à l'hôpital, c'est tous les jours. Et ce film que vous connaissez tous est très démonstratif quant à la difficulté de la décision, surtout dans une atmosphère de stress, ou quand tout le monde vous dit qu'il faut atterrir dans un endroit, dans un aéroport le plus proche, et que vous savez qu'il faut atterrir sur la rivière. C'est très difficile, la décision chirurgicale, et ça s'argumente, et parfois c'est intuitif, et c'est assez difficile à modéliser. Mais on peut quand même, on va dire, matérialiser toutes ces problématiques, tous ces trois apprentissages sur un dossier d'exemple. Voilà un cas clinique qui aurait pu arriver à Lourdes quand j'étais de garde, mais qui est arrivé à Nice, heureusement, dans un CHU. C'est un choc frontal chez un patient non ceinturé qui a eu un traumatisme donc abdominal et un traumatisme facial. Vous voyez qu'il y a un hématome extensif de la joue et du plancher de la bouche avec une plaie qui a été suturée par le médecin du SAMU. Il y a une fracture de la mandibule, il y a un pneumo rétro-péritoine. Et donc, il y a une fuite de produits de contraste au niveau de l'artère faciale du côté gauche. Donc, ce patient, quand il arrive dans un CHU, tout va bien. Quand ça arrive à Lourdes ou en Corse, ça va moins bien, parce qu'il faut quand même pouvoir prendre les bonnes décisions. Pourquoi ? Parce qu'il faut des connaissances fondamentales, et je ne suis pas sûr que beaucoup de chirurgiens digestifs connaissent les rapports de l'artère faciale avec la mandibule, les rapports avec la glande sous-mandibulaire. Il faut connaître l'anatomie du bloc du nœud pancréatique, ses rapports avec le rétropéritoine. Donc ça, ce sont des notions de maîtrise des fondamentaux que tout le monde n'a pas, ou en tout cas qu'on n'a pas vérifié. Alors ce patient, il fallait effectivement l'opérer à la fois de l'abdomen, parce qu'il a eu une perforation du duodénum, et l'opérer également par une voie d'abord cervicale de la région sous-mandibulaire où l'artère faciale était rompue et donné cet hématome. Bon, ça s'est passé dans un CHU, mais l'embolisation n'était pas disponible. Donc vous voyez que ce genre de dossier, qui peut arriver n'importe où, pose le problème de comment faire pour bien apprendre la chirurgie. Alors effectivement, la simulation peut aider, mais simuler quoi ? La décision diagnostique, la décision thérapeutique, la décision dans un contexte d'urgence, la stratégie, la technique opératoire. Vous voyez qu'il y a plusieurs champs de simulation qui en fait n'ont rien à voir les uns avec les autres, et ce d'autant que là je vous ai mis toutes les disciplines chirurgicales, c'est toutes les disciplines du CNU. Il y a énormément de disciplines, il y en a une dizaine à peu près de disciplines chirurgicales. La question c'est comment s'organiser pour avoir une formation digne de ce nom et surtout une docimologie, une évaluation digne de ce nom. Alors on a vu ce matin, je passe rapidement tout à l'heure, SimLife nous donne la possibilité de recréer dans un laboratoire d'anatomie, ici c'est le laboratoire de Poitiers, ces ambiances de bloc opératoire, mais ça ne suffit pas. Parce que, en conclusion, c'est quoi le problème ? La simulation est-elle le seul moyen pour former un chirurgien ? Bon, non. On apprend la chirurgie à l'hôpital, au contact des malades, avec ses aînés. Sur quoi on a avancé ces dernières années par rapport à la simulation ? On a réorganisé les cursus. Ça, c'est vrai, c'est la réforme du 3e cycle. Et on a décrété que dans la formation des internes, il y avait 3 phases socles, les fondamentaux. Donc la phase de confirmation, où en fait on est censé apprendre les procédures et décisions. Puis la phase de docteur junior. OK, donc ça pourrait aider à structurer un cursus de simulation. Ensuite, on a construit, comme celui de Montpellier magnifique, des centres de simulation et on les a intelligemment adossés au laboratoire d'anatomie. On aura l'exemple de Rouen tout à l'heure.
C'est pas pareil, c'est pas la même chose dans toutes les facultés, mais c'est vrai que c'est le mouvement général qu'il faut poursuivre et bien structurer. Attention à ne pas perdre le don du corps à la science. Hein. Vous avez tous suivi l'affaire des Saints-Pères. Le collège des anatomistes se bat pour faire en sorte qu'on ne perde pas le don du corps à la science, qui est extrêmement précieux. Je développe pas, mais j'ai des articles de journaux, en particulier algériens, où les chirurgiens algériens se plaignent de ne pas pouvoir avoir accès au don du corps. Il y a beaucoup de pays comme ça, vous le savez. Et donc il faut absolument qu'on préserve notre patrimoine anatomique et l'organisation du don du corps. Alors c'est en cours, on a beaucoup de négociations. Et il faut organiser la simulation dans les facultés. Alors, mais la simulation, c'est d'accord pour l'apprentissage, très bien, mais à mon avis, la question, c'est simulation pour apprendre ou simulation pour évaluer. C'est pas pareil. Alors, pour les fondamentaux, il va falloir rédiger des référentiels des fondamentaux par discipline, et c'est en cours, hein, c'est l'ambition de l'université numérique avec les fiches LISA, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Là, les collèges devraient donner les fondamentaux nécessaires pour les internes, discipline par discipline. Ce n'est pas encore totalement le cas. Et la question, c'est est-ce qu'on évalue ces connaissances fondamentales des internes ou est-ce qu'on continue à ne pas les évaluer et à donner des diplômes à des gens qui ne maîtrisent pas les fondamentaux? Deuxièmement, les procédures techniques. Eh bien, il faut organiser un programme d'apprentissage procédural. Alors, vous avez vu tout à l'heure, ça se fait dans certaines facultés, mais il n'y a pas de programme national qui on pourrait l'imaginer être organisé par les collèges, mais il faut le financer, on en a parlé aussi. Je crois vous avoir montré que tout ce qui relève de la procédure nécessite une reproduction importante du nombre des séances, donc faire 1 ou 2 séances d'apprentissage de simulation technique par an, ça ne sert à rien. Hein, il faut le faire très souvent. À quelle fréquence il faut le décider, mais il faut surtout décider de laisser du temps pour ça. Et moi je crois, on a parlé des problèmes d'encadrement, que le tutorat des internes est une solution pour l'encadrement, c'est-à-dire qu'un vieil interne doit apprendre à un jeune interne, mais il faut pouvoir les libérer, c'est-à-dire qu'il faut changer de culture par rapport à la façon dont on fonctionne à l'hôpital. Et vous savez que maintenant, avec les repos de garde, les internes ne sont pas tout le temps à l'hôpital. Il faut donc planifier cet enseignement des procédures techniques, qu'il soit sur les malades par compagnonnage ou dans le centre de simulation. Après, il faut pouvoir aussi simuler les capacités de décision chirurgicale. Ça, c'est très important parce qu'encore une fois, on ne peut pas réduire l'activité chirurgicale à la technique. Il faut se poser la question de la formation CHU centrée. Quand je vous ai raconté cette histoire de torsion de testicules à l'hôpital de Lourdes, opérée par un chirurgien digestif, est-ce qu'il faut que la simulation soit... Est-ce qu'il y a encore, en d'autres termes, la place pour un enseignement, on va dire, de chirurgie générale, dans le cas où le chirurgien doit aller faire une activité dans un endroit loin d'un CHU. Nous, on a le problème avec la Corse. On a un interne qui est corse, qui s'est formé à Nice et qui veut retourner en Corse. On lui a donné une formation à la carte en chirurgie digestive et thoracique et anatomique, parce que quand vous êtes de garde à Bastia, ben vous êtes tout seul et il faut savoir faire un peu tout, la chirurgie vasculaire, la chirurgie thoracique. Il y a beaucoup de plaies par balle en Corse. Et donc, il faut être prêt à tout. Et enfin, la question qui se pose, c'est la certification initiale et la recertification au cours de la carrière. Donc, grâce à la simulation, je conclurai en disant que les arbitres de golf, il se trouve que j'ai un parent qui est arbitre national de golf, ils sont recertifiés tous les 5 ans pour arbitrer des matchs de golf. Ils doivent réapprendre toute la réglementation qui change régulièrement. Et c'est un enfer, ils travaillent pendant 3 semaines, 1 mois, comme un examen, et s'ils ne réussissent pas à l'examen, eh bien, ils ne sont pas arbitres de golf. C'est quand même assez paradoxal qu'en France, on ne certifie pas, on ne réévalue pas tout au long de la carrière ces différents volets de l'apprentissage. Je vous remercie de votre attention.